Salut investisseurs, cette vidéo fait suite à une demande sur la précédente analyse de la publication du fonds France d'indépendance AM pour le mois de février. On m'a dit qu'il faudrait que je passe plus de temps sur les positions du fonds. Alors je vous propose de commencer par une vidéo qui va traiter les 10 principales positions qui sont indiquées ici. Donc on a en plus les pondérations, et d'après William Higgins lui-même, en fait, si on veut battre son fonds, il suffit de prendre les premières positions, et c'est celles sur lesquelles il performe le gros de la performance se passe. Donc, on voit ici que même si ce sont les lignes les plus pondérées, ça dépasse jamais 5%. Alors, je vous ai préparé une watchlist sur Coifin, mon outil. Ici, on va j'ai listé toutes les entreprises qui sont dans les 10 premières positions. Alors, elles sont pas triées dans Bloomberg, elles sont triées je les trie par market cap. Comme ça, hop, on a la plus grosse market cap à la plus petite. On va voir donc le nom d'entreprise, son secteur d'activité, la market cap, la valeur d'entreprise sur EBITDA et le price earning. Pour les sociétés financières, parce qu'il y en a, je mets le price to tangible book value, le rendement des capitaux investis pour les sociétés plutôt industrielles, le rendement des fonds propres pour les sociétés plutôt financières, l'endettement de l'entreprise et la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, on commence par le premier dossier en termes de market cap, il s'agit de Rheinmetall. Donc là-dessus, Egon, ça fait un carton, ça fait maintenant, ça fait bien 3 ans qu'il a cette position en portefeuille. Une chose est sûre, c'est plus du tout une ligne value maintenant, donc les multiples sont très élevés, je pense qu'il est en train de vendre sa ligne. Je vous rappelle que sa stratégie, c'est de profiter du momentum pour vendre lentement ses positions. C'est-à-dire qu'il a acheté quand l'entreprise était value. Maintenant, c'est croissance, croissance. Donc, du coup, vous voyez que les multiples sont très élevés. 32 fois en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est très élevé. 71 fois en termes de price earning sur les 12 derniers mois, c'est très élevé également. Donc, je pense qu'il est en train de vendre sa position. On voit après que c'est un dossier qui est quand même correct. Enfin, il y a pas vraiment de la croissance. En rythme annualisé sur 5 ans, il n'y a pas de croissance. Mais avec les plans d'investissement, il va y avoir, dans la défense, il va y avoir une énorme croissance pour ce groupe-là dans les années à venir. C'est pas du tout le genre de dossier qui l'intéresse. Et donc, je pense qu'il est en train de vendre, après avoir fait un beau carton sur ce dossier. J'en profite pour corriger la dette. On va regarder la dette nette sur EBITDA, ce qui est plus intéressant que la dette nette brute. Hop, on est sur. Donc, Rheinmetall, c'est plus du tout une valeur qui devrait intéresser un investisseur value, et je pense qu'il est en train de vendre. Ensuite, on a Dassault Aviation. Donc là, c'est à peu près le même topo, le fabricant du Rafale, le fabricant français du Rafale, market cap de 24 milliards de dollars US, l'entreprise sur EBITDA de 13,5, un price earning de 25. Donc là aussi, ça commence à mon avis à le chatouiller. Ça, c'est des multiples qui sont élevés pour un investisseur value tel que William Higgins. Donc, je pense que c'est plus le moment d'être sur ce dossier chez Dassault Aviation, même si après c'est un beau dossier. Alors, Coifin ne charge pas les données, malheureusement. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas de dette chez Dassault Aviation, on a un cash net, donc on a un bon rendement des fonds propres. Il n'y a pas de croissance, mais il va y en avoir évidemment avec les plans de réarmement. Mais là c'est pareil, on est sur un dossier qui a été revalorisé par le marché, qui commence à être cher. Je pense qu'il va commencer à vendre sa position. Elis, donc le géant français de la blanchisserie industrielle, qui travaille avec les restaurants, avec les hôtels. On est sur 5,6 milliards de market cap. Donc une grosse mid-cap quand même. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de moins de 6, donc ça c'est pas si cher payé, des PER de 17. Donc là je pense qu'en fait le PER est élevé à cause de dépréciation et amortissement qui viennent baisser le résultat net, mais en fait l'entreprise génère beaucoup de cash. D'ailleurs on va pouvoir comparer ça, si je mets les price to free cash flow, on va voir à combien on se situe pour Elis, on va mettre ça ici, voilà. Sur Elis, on est à 9,2. Ouais, tout de suite, c'est beaucoup moins. Donc en fait, ici, on passe beaucoup de dépréciation amortissement qui baisse comptablement le résultat, mais en fait, les free cash flows sont bien là. On est toujours sur l'entreprise value, par contre, là, ne serait-ce qu'avec l'entreprise sur EBITDA. Rendement des capitaux investis qui est un peu faible, à 6. Rendement des fonds propres à 9,5. Bon, ça reste correct, surtout qu'on n'est pas sur un secteur qui est en très forte croissance, donc on n'a pas besoin d'une énorme rentabilité pour s'autofinancer. Bon. Je pense et en plus le ROIC il se base pas forcément sur ce qu'on génère en free cash flow, donc bon c'est pas si mal que ça ce dossier. On a un peu de croissance quand même, 7% de croissance. Il y a un peu de dette également, ils utilisent de la dette, ne serait-ce que parce qu'en fait la rentabilité est pas si élevée que ça.
pour pouvoir favoriser. En fait, surtout, ils font de la croissance externe. Et comme ces sociétés de services, ils font la stratégie du nénuphar, c'est-à-dire qu'ils font du maillage territorial pour conquérir des parts de marché. Donc, ils rachètent des acteurs plus petits pour consolider le marché et agrandir leur part de marché. Elis, pour moi, c'est un dossier intéressant à étudier. Ensuite, on a Technip Energy, donc market cap de 5,5 milliards de dollars US, une valeur d'entreprise sur EBITDA de moins de 4, franchement c'est pas cher payé. En price earning on a 14, mais en price to free cash flow on a 7, donc là-dessus on est sur la value, hein. Là on est sur la bonne value, hein, chez Technip Energy, c'est pas mal, rendement des capitaux investis à 9,7%, donc on a une bonne rentabilité opérationnelle, il y a un peu de croissance, rien de fantastique, mais bon, 3,1% de croissance c'est toujours bon à prendre, tant qu'on est en positif c'est bien. Il y a du cash net chez Technip Energy. Attention que c'est le cash que le client donne en fait en acompte pour exécuter les contrats. Donc ce cash net n'appartient pas forcément à l'entreprise, mais elle peut placer ce cash pour générer des intérêts. Donc ça améliore le résultat financier. Technip Energy, bon dossier à étudier. Grupo Catalana Occidental, société financière. On est sur 5 milliards de dollars US de market cap. Alors ce qui va nous intéresser, vu que c'est une société financière, ça va être plutôt le price earning à 7,6 fois. Donc c'est pas cher payé, hein. Après les secteurs financiers en Europe se traitent en général à des multiples un price earning en dessous de 10. Donc là on est largement en dessous de 10. Ce qui serait mieux c'est d'avoir une décote sur actifs tangibles. Là c'est pas le cas. Pour les sociétés financières, ça nous apporte une garantie supplémentaire. Maintenant en termes de price earning, c'est pas si cher payé que ça. Et le rendement des fonds propres à 11,7% est quand même pas mal. Il y a un peu de croissance, donc bon voilà, c'est un bon petit dossier value. Dans la finance, moi je touche pas généralement à ce genre de secteur parce que il y a trop d'inconnus. Je suis pas un spécialiste, donc je préfère rester à l'écart. Ensuite, on a Score qui est dans la réassurance, 5 milliards de dollars US de market cap. Ce qui va nous intéresser ici, alors il n'y a pas la donnée en termes de price earning, mais c'est pas grave. Ce qui compte pour les assureurs comme pour les banques, c'est qu'on a une décote sur actifs tangibles pour rajouter la marge de sécurité. Donc là, c'est pas le cas. On a 1,3 fois les actifs tangibles. Il y a eu des moments où on était à moins de 1 hein, sur Score. Donc là, je pense que c'est plus le moment de rentrer sur ce dossier. Alors là, je sais pas, c'est peut-être un problème de calcul des données chez Coifin parce que la rentabilité est nulle chez Score. Mais si William Egon s'est rentré sur le dossier, c'est que il y a quand même quelque chose d'intéressant à les creuser. Score, mystère pour moi, dans le doute, je préfère mettre dans la pile, trop compliqué. Ensuite, Nexans, donc ça c'est leader français du tout ce qui est câble électrique, tout ce qui est câble, donc on est sur quelque chose d'industriel, de cyclique. Une market cap de 4,4 milliards de dollars US. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,1, donc c'est pas cher payé. Un price earning de 15,6 et un price to free cash flow de 10,6. Donc c'est-à-dire que, en fait, il vaut mieux regarder les free cash flow plutôt que les bénéfices. Là, il doit y avoir des dépréciations, amortissements qui baissent les bénéfices. Là, on est sur de la value toujours. Hein. Maintenant, le multiple a un peu monté parce que il y avait quelques mois auparavant des multiples plus bas à attraper sur Nexans. Hein. On est sur un rendement des capitaux investis à 12,5%, c'est pas mal du tout. Il y a un peu de croissance à 5%, un rythme annualisé sur 5 ans, pas beaucoup de dettes, à moins d'une fois le dette net sur l'EBITDA. Nexans, c'est encore un dossier, à mon avis, qui se regarde. On n'est pas encore passé sur l'un des multiples qui sont en train de monter quand même sur Nexans, puisque la qualité du dossier est en train de monter, mais je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Coface, là aussi on est sur l'assurance export, donc une financière, 2,65 milliards de dollars US de market cap, un price earning en dessous de 10, donc ça c'est pas mal. On est sur il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, donc ça offre pas de marge de sécurité. Vraiment des fonds propres à 12,3%, ce qui est pas trop mal, ce qui est pas mal hein, pour une assurance. Et après la dette nette ici, faut pas la prendre, il faut retraiter à mon avis cette dette nette parce que c'est comme c'est une assurance, il faut aller étudier le bilan. Mais comme d'habitude, comme c'est une assurance, pour moi c'est dans la pile trop compliqué. Ensuite Ipsos, on est sur donc le numéro 1 français, je pense, le leader français tout ce qui est enquête et sondage, une market cap de 2,2 milliards de dollars US, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,4, là c'est pas cher payé, un price earning de 10,5 et un price to free cash flow de 7,8. Donc on doit passer les amortissements chez Ipsos pour avoir un price to free cash flow qui est plus bas. Donc voilà, on est toujours sur une bonne société value hein, sur Ipsos. Ipsos là les multiples sont pas du tout élevés. Rendement des capitaux investis à 12%, donc ça en plus on est sur une bonne qualité, et une croissance, on va dire, modérée de l'activité en rythme annualisé sur 5 ans à 4%, quasiment pas de dette. Ipsos, à mon avis, ça mérite d'être creusé, hein, c'est intéressant.
Vielle et compagnie, donc là on est sur plutôt, alors il y a marqué financière, mais c'est plutôt une holding en fait. Ils ont des participations notamment dans Bourse Direct et ils ont aussi d'autres sociétés financières en portefeuille. Ça complique un peu l'analyse. 740 millions de dollars US de market cap, le price earning est à 6,2 et donc c'est pas très élevé. Néanmoins, le price to tangible book value est à 1,9. Ce qu'on pourrait regarder, c'est le price to book. Parce que il y a pas, enfin les participations, il y a aussi les participations, mais il y a peut-être aussi de l'intangible dans le bilan, mais là non plus on n'a pas de décote. Donc non, via les compagnies, à mon avis maintenant, alors il faudrait analyser. Je sais pas si on peut se fier à la donnée brute de Coifin pour ce prix sur actifs tangibles. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les autres sociétés financières. Et c'est ça le problème, hein, c'est qu'il faudra aller ouvrir les rapports financiers et voir quelle est la valeur des participations que détient via les compagnies. Est-ce qu'elles sont au niveau qui est indiqué ici, et donc du coup on serait sur une surcote par rapport aux actifs tangibles, ou est-ce que c'est inférieur à 1, dans ce cas-là il y a une marge de sécurité. En tout cas, vraiment des fonds propres excellentes à 25%. Donc, dans cette liste, moi, en tant qu'investisseur value qui est allergique aux sociétés financières, qu'est-ce que je garderais? En numéro 1, moi je mettrais Technip Energy, j'aime bien le dossier. En numéro 2, je mettrais Elis, qui est aussi une bonne petite société qui génère bien du cash, et Ipsos en 3e position. J'espère que cette analyse vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.